Hello, bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice, et mon roman Le secret du Belten va être publié en juillet 2025 chez Conséquence Éditions. Dans ce podcast, on parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant, entre entrepreneuriat et apprentissage personnel. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour avancer sereinement dans tes projets. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu d'injonction à la productivité dans l'art et au fait que dans notre société, l'art est de plus en plus considéré comme une entreprise à part entière, quoi, et une entreprise commerciale plus que créative, et que du coup, ça engendre pas mal de questionnements et aussi pas mal de contraintes pour les artistes dans lesquelles vous vous êtes sans doute déjà retrouvés. Par exemple, le fait de se sentir obligé de produire en continu, que ce soit pour avoir du stock pour un événement en particulier ou juste pour le fait de se dire qu'on travaille vraiment toute la journée et qu'on ne fait pas rien. Parce que ça, c'est une culpabilité très très courante dont j'avais déjà parlé dans un précédent épisode. Et je pense que vous vous en doutez, mais si je fais cet épisode, c'est aussi parce que personnellement, je suis en désaccord avec cette vision très capitalistique de l'art et que je pense que en dehors de la question politique de ce que ça veut dire que de rendre l'art commercial plus qu'artistique, ça pose de vrais problèmes de vie pour les artistes qui subissent les mêmes injonctions que n'importe quelle entreprise, avec un patron et des standards à respecter, et des délais, etc., sans avoir toutes les protections qui entourent ça, quoi. Le but, ça va être de faire un petit état des lieux de ça et aussi d'essayer de trouver des solutions et des pistes de réflexion individuelles pour peut-être se sortir de cette injonction et en tout cas essayer de la vivre le mieux possible. Juste avant ça, je voulais vous rappeler que mon roman de fantasy à huis clos sur un bateau, qui s'appelle Le secret du Belten, sort le 2 juillet aux éditions Conséquence. On a eu la confirmation hier, à l'heure où j'enregistre, qu'il y aura du vernis holographique sur la couverture. Donc ce sera très très beau et il y aura aussi des rabats sur la couverture. Donc vraiment, mes éditrices ont fait un travail super pour avoir un bel objet livre. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à venir sur mon compte Instagram où j'en parle quasiment tous les jours. Hier, j'ai sorti aussi un petit book trailer pour présenter le roman de façon un peu plus cinématographique et mystérieuse, etc. Enfin, un vrai trailer, quoi. Et si jamais ça vous intéresse, je vous invite aussi vivement à précommander le roman parce que c'est très important, autant pour moi que pour ma maison d'édition, puisque moi je suis une primo-autrice, donc ça va être la première fois que je sors un roman en maison d'édition. Et donc c'est très important d'envoyer un bon signal aux librairies, au milieu de l'édition en général, pour dire que le roman, il intéresse des gens et que ce serait cool de l'acheter et de l'avoir en librairie. Donc les précommandes sont vraiment très très importantes. Si vous avez les moyens et que le livre vous intéresse ou que vous avez envie de me soutenir de façon plus générale, n'hésitez pas à aller sur le site de la maison d'édition et à le précommander. Vous aurez le lien dans la description du podcast. Merci. Du coup, pour en revenir à notre sujet du jour, c'est pas du tout une thématique qui est nouvelle, hein, de dire que l'art est sur une pente capitaliste et que la conception de l'art qu'on impose aux artistes, parce que généralement c'est quelque chose qui est externe et c'est pas une dimension que les artistes eux-mêmes ressentent voire approuvent, c'est plutôt quelque chose qui est issu de la société en général et ce sont des pressions implicites ou explicites qui demandent aux artistes d'avoir une productivité similaire à ce que peut avoir une entreprise qui produirait des choses très importantes. Et d'ailleurs, je ne vais pas révolutionner l'eau chaude en disant ça, mais on vit dans une société capitaliste qui du coup répond à ces injonctions et où toutes les personnes qui vivent dans cette société dont on ne peut pas s'extraire sont soumises à ces pressions sociales et économiques aussi. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que je ne suis pas philosophe ou sociologue et encore moins économiste, donc je ne vais pas expliciter des choses qui sont hors de ma capacité. Je vais juste essayer d'axer ce constat qui de toute façon est réel. On est dans une société
capitaliste où pour fonctionner, il faut avoir un certain niveau de productivité, proposer des choses, les vendre, faire du bénéfice, proposer d'autres choses, les vendre, etc., etc. Et moi, ce que je voudrais vraiment qu'on essaye de comprendre ensemble aujourd'hui, c'est comment ce modèle est vraiment néfaste pour les artistes et pour l'art en général. Je pense que si vous êtes indépendant, vous avez déjà ressenti cette pression à un moment donné de votre carrière de devoir vous dire que vous devez avoir une certaine production et une certaine productivité. Et j'entends par là de vous dire que si vous avez un marché à préparer, il faut absolument que vous ayez beaucoup de stock. Et si vous n'avez rien à préparer comme événement physique dans l'immédiat ou que vous gérez simplement, entre guillemets, une boutique en ligne, c'est de se dire qu'il faut passer des journées productives et donc travailler un certain nombre d'heures, accomplir un certain nombre de choses dans la journée. Et moi, c'est quelque chose que je vois énormément sur les réseaux sociaux parce que j'ai beaucoup dans mon entourage d'artistes indépendants et notamment d'autrices indépendantes qui rentrent aussi malgré elles dans ce moule-là de devoir se dire il faut absolument tous les jours que j'écrive un certain nombre de mots ou que j'écrive un certain nombre de chapitres pour avancer mon roman, pour qu'il puisse sortir dans X temps, etc., etc. Et si c'est bien de se fixer des objectifs et notamment des objectifs créatifs quand on est indépendant, parce que comme je disais dans un précédent épisode sur la motivation et la conservation de la motivation sur le long terme, ça peut être compliqué de se gérer tout seul quand on est indépendant parce que il n'y a personne derrière nous pour nous faire avancer, il n'y a pas de patron et justement en termes de marché, il n'y a pas de marché qui nous attend. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais prendre mon exemple très personnel. Mon roman Le secret du Belten, qui sorte ou qui sorte pas, ça n'aura aucune incidence sur le marché éditorial français, ni sur les attentes du lectorat qui de toute façon lira un autre livre si ce n'est pas le mien. Et même s'il peut y avoir des attentes par des gens qui me connaissent ou ont entendu parler de la maison d'édition et donc du livre et ont envie de le lire, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Moi, que mon roman il sorte le 2 juillet, le 20 juin ou le 30 septembre, ça ne change absolument rien. Il n'y a pas des enjeux qui sont derrière qui font en sorte qu'il y a vraiment une certaine pression à ce que le roman sorte, à part les besoins de la maison d'édition et les miens évidemment. Mais on n'est pas, par exemple, dans une entreprise de maçonnerie qui doit rendre un chantier à telle date parce qu'il y a des gens ou des bureaux qui doivent aller habiter dedans. On n'est pas une entreprise pharmaceutique qui doit continuer de produire des médicaments parce qu'il y a des malades qui attendent derrière. On est dans une pratique artistique parce que même si une maison d'édition fonctionne aussi comme une entreprise et donc a un budget et des besoins de rentabilité, ce qui est tout à fait normal, hein, même tout artiste a un besoin de rentabilité, on ne travaille pas juste pour le plaisir de travailler et d'écrire, on a aussi besoin d'en vivre. Donc ça, c'est pas quelque chose que je nie et que je refuse. Au contraire, on a besoin de gagner de l'argent avec notre pratique. Et justement, on est empêché de s'épanouir dans cette pratique et aussi on est empêché de fonctionner comme on le voudrait par cette société et par ces injonctions. Et là où je voulais en venir avec ma comparaison avec les autres types d'entreprises qu'on peut trouver sur le marché, c'est que l'art est inutile, vraiment. C'est-à-dire que vraiment, pour de vrai, la face du monde ne va pas changer parce qu'il y a un livre ou un autre qui est sorti ou parce que votre tasse en céramique est présentée sur un marché. On n'est pas du tout dans cette logique-là et ça malgré le fait qu'on répond à un besoin qui est certain, qui fait partie des besoins primordiaux de l'humanité, qui est celui du divertissement. Et ça, c'était vraiment aussi un débat qu'il y avait eu pendant la période du Covid, où il y avait qu'un certain nombre de commerces essentiels, entre guillemets, qui étaient restés ouverts. Et ces commerces n'incluaient pas, par exemple, les librairies ou d'autres lieux de divertissement. Comme si, du coup, ce qui était simplement essentiel au fonctionnement de la société, c'était manger, se loger et dormir et travailler, quoi. Alors qu'il y a quand même une raison pour laquelle tous ces formats d'art existent, il y a une raison pour laquelle le cinéma existe, la photographie existe, la musique existe, c'est parce que ça fait partie des besoins aussi de l'humanité et je pense qu'on est à peu près quand même tous d'accord pour se dire que
Sans ça, on ne peut pas bien travailler et bien vivre sa vie en général. Ça fait partie des choses dont on a besoin. Mais quand je parle d'inutilité, je fais vraiment référence à un modèle collectif et ou capitaliste. Parce que dans une société capitaliste, toutes les choses répondent à un besoin, que ce besoin soit réel ou non d'ailleurs, hein, parce que les smartphones, ça répondait à un besoin, mais est-ce que telle ou telle appli qui sont sorties maintenant ne crée pas de façon un peu factice des besoins auxquels elles peuvent répondre? Moi, je pense que si, et je pense que c'est un peu aussi tout le rôle du marketing autour des entreprises, de dire qu'on a besoin de tel ou tel objet. Et ça fait vraiment partie des stratégies de vente de dire que ce qu'on a produit répond à un besoin, et ce besoin peut être vraiment pratique, donc c'est-à-dire j'ai inventé une gourde pour qu'on puisse emporter de l'eau partout, ou un besoin émotionnel de dire si tu achètes cette bagnole, t'auras l'air stylé et ce sera mieux pour ta vie. Ça, c'est vraiment les 2 piliers qui, soutiennent, le capitalisme, en fait, et les entreprises. Et si on compare avec, l'art et un artiste individuel, moi, à titre vraiment très personnel, je ne peux pas vous promettre l'une ou l'autre de ces 2 choses. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai écrit un roman qui parle de tel ou tel truc et que si vous avez envie de le lire, vous pouvez le lire, et moi, ce que je peux à peu près vous garantir, c'est que vous allez passer un moment de divertissement. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, pendant le temps de votre lecture, vous allez un peu vous extraire de votre vie, de vos problèmes, pour vous projeter dans un univers fantasy différent qui potentiellement vous fera passer un bon moment ou évoquer certaines réflexions, etc. Mais je ne peux pas fondamentalement dire que je réponds à un besoin parce qu'encore une fois, ma promesse, elle est la même pour quasiment toutes les pratiques artistiques. Et là, je parle d'un roman qui est quelque chose de quand même facile à vendre sous ce prisme-là, comme d'autres objets d'artisanat, par exemple, comme des sacs faits main ou, comme je disais tout à l'heure, des tasses en céramique faits main qui peuvent trouver une utilité directe dans le quotidien. Par contre, quand on entre dans des sphères un peu plus abstraites, j'ai envie de dire, ou plus vraiment artistique que artisanale, dans le sens où, parce que l'artisanat c'est quelque chose qui est réglementé et il faut avoir fait des formations, etc. Tout le monde ne peut pas se déclarer artisan, c'est quelque chose d'encadré. Et je crois justement que l'un des principes c'est de créer des objets qui ont une utilité. Alors que par exemple, un artiste qui ferait de la peinture abstraite crée un objet dont littéralement personne n'a besoin. Après, on peut avoir envie de cet objet, mais c'est très différent comme levier du coup émotionnel. Et maintenant qu'on a fait ce constat qui, je le reconnais, peut être un peu simpliste, mais j'ai essayé de résumer juste pour qu'on ait les mêmes bases à peu près de réflexion, on va essayer de voir pourquoi moi je considère que c'est un problème et que pourquoi dire que l'art est inutile est en fait quelque chose d'extrêmement positif, que ce soit pour l'art lui-même ou pour les artistes. Je vais parler de mon exemple d'autrice et du milieu de l'édition parce que c'est celui que je connais le mieux, vu que c'est quand même mon milieu de travail principal, même si je suis aussi illustratrice et podcasteuse. Je connais vraiment mieux en détail le fonctionnement de l'édition. Et je sais qu'il y a quand même une certaine injonction dans ce milieu-là à produire des livres de façon récurrente. Et si on regarde d'ailleurs les auteurs et les autrices les plus vendus en France, il y en a dans le top 10 qui ont publié plus d'un roman par an. Et on remarque aussi que maintenant, les sagas ou les trilogies, etc., ont tendance à sortir de façon plus régulière. C'est vrai que auparavant, on pouvait avoir justement une sortie d'une saga par an. Maintenant, c'est quand même assez courant que un tome 2 suive le tome 1 de seulement quelques mois. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais c'est beaucoup plus courant d'avoir des sorties plus rapprochées, justement pour répondre à cette logique économique. De surfer sur le succès du tome 1, surfer sur la petite vague médiatique qu'a pu faire une sortie ou un nom d'auteurice, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas négatif en soi. Ce qui est négatif par contre, c'est que ce besoin de sortir le roman de façon rapprochée va créer du coup chez l'auteurice une deadline qui est beaucoup plus serrée.
Si la personne n'a pas signé son contrat d'édition en ayant déjà écrit les 2 tomes de sa duologie ou les 3 tomes de sa saga, il y aura forcément un moment donné où on va lui dire: «Il faut que tu finisses ce tome 2 pour telle date». Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est normal. Mais par contre, si le tome 2 n'est pas écrit et qu'il doit sortir 2 mois après le tome 1, ça veut dire que l'autrice doit enchaîner l'écriture du tome 2 si c'est pas terminé, les corrections éditoriales du tome 1, les corrections éditoriales du tome 2, la communication du tome 1, la communication du tome 2. Et toutes ces étapes que le grand public connaît pas forcément, ça prend énormément de temps et énormément d'énergie parce que l'écriture, comme toute forme d'artistique, c'est pas quelque chose qui est mécanique. On peut pas se mettre devant notre feuille et se dire là j'écris le chef-d'œuvre du siècle et écrire que des phrases banger, que des histoires exceptionnelles. Il y a forcément des phrases qui seront nulles, où il y aura des répétitions, il y aura des moments où on n'aura pas d'inspiration. Et moi, ce qui me dérange le plus dans cette conception capitalistique de la création artistique et le fait d'être obligé de tenir certains délais ou une certaine productivité, c'est vraiment cette négation du temps de travail de l'artiste et du temps de réflexion de l'artiste. J'en ai longuement parlé dans un dernier épisode que je vous remettrai aussi dans la description, mais le brouillon, les échecs, les ratures et les temps juste d'introspection, de réflexion et de tentatives avortées, ça fait partie intégrante du travail de l'artiste. Sans compter évidemment le temps d'apprentissage qui est d'autant plus présent dans une activité artisanale par exemple. Dès qu'on veut tester par exemple de nouveaux sacs à réaliser en couture, il y a peut-être de nouvelles techniques de couture qu'il faut qu'on apprenne ou de nouvelles façons de réfléchir son projet pour que ça fonctionne. Et donc ça, c'est du temps qui est incompressible et nécessaire à la conception du produit fini. Mais encore une fois, je parle de la société en général, je vise pas d'individus, je sais que c'est pas pour tout le monde pareil, mais la société en général telle qu'elle est construite maintenant a tendance à considérer que ces étapes n'existent pas parce que justement l'artiste est avant tout un entrepreneur et un gérant d'entreprise et que du coup il doit être capable de produire comme une entreprise serait capable de produire. Sauf que c'est très compliqué, comme on l'a vu, il y a quand même tout ce côté travail de l'ombre, inspiration, etc., qui ne tombe pas du ciel, qui nécessite aussi du travail à part entière, mais dont on ne peut pas voir de façon pratique les résultats. Et il y a aussi le fait que les artistes sont si peu reconnus en France que c'est très compliqué d'être artiste à plein temps aujourd'hui et qu'il y a beaucoup d'auteuristes ou d'autres artistes indépendants dont ce n'est pas la profession principale. Il suffit de regarder les statistiques pour les auteuristes qui ont été faites par je ne sais plus quel organisme, je ne sais plus si c'était la SACEM ou quelque chose comme ça, pour vraiment se rendre compte que c'est plus des 3/4 des auteuristes qu'on peut lire en librairie aujourd'hui dont ce n'est pas le travail à temps plein. Et c'est vrai que à titre individuel, ça peut être quand même quelque chose de difficile à gérer, que ce soit les deadlines que nous impose la société si on travaille avec des partenaires par exemple, ou juste la pression sociale globale de se dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? J'ai rien fait, j'ai fait un tas d'esquisses pour potentiellement un projet de BD ou un projet de vase en verre que j'aimerais bien faire, etc. Bon, je pense que si vous êtes artiste indépendant, vous savez que quand on vous demande ce que vous avez fait de votre journée et que c'est ce genre de réponse que vous sortez, globalement, la personne à qui vous vous adressez a toujours une forme de jugement, de dire « Ah ouais, donc t'as rien fait, quoi ». À part si vous êtes très bien entouré ou si vous avez que des artistes dans votre entourage, mais c'est vrai que quand on s'adresse à des gens qui connaissent pas le métier, c'est le genre de réaction qu'on peut facilement avoir parce que les gens s'attendent à ce qu'on fonctionne comme un salarié en fait. C'est-à-dire qu'on a une journée, on fait 9h, 17h et on est censé faire un certain nombre de tâches dans la journée et les accomplir et avoir terminé la journée mieux qu'elle a commencé en termes de productivité. Mais encore une fois, comme je fais que le répéter, ce qui est la réalité d'une entreprise ne peut pas être la réalité d'une artiste parce que
Il y a des jours où on va littéralement faire que réfléchir. On avait peut-être un projet au début de la journée et on voulait se pencher dessus pour vraiment le mettre en place. Et on va arriver à la fin de la journée et on va se rendre compte pour X ou Y raison que c'est pas faisable ou que ça nous intéresse plus ou que ça va prendre trop de temps ou qu'on n'est pas parti dans la bonne direction. Et en fait, à la fin de la journée, en termes purement d'avancée, on aura juste régressé. Mais ce qui est normal, hein, parce que justement, ces formes d'aller-retour et de réflexion et de tentative font vraiment partie intégrante du processus, comme je disais tout à l'heure. Et c'est incompressible, on ne peut pas faire sans. Et c'est pour ça que, à titre personnel, j'essaie vraiment de considérer ma pratique comme inutile. Et inutile, pas dans le sens ça sert à rien, ça n'intéressera personne, pas dans ce truc négatif. Je me remue pas de pensées comme ça qui peuvent être néfastes. Par contre, j'essaie de me dire c'est inutile, il n'y a aucune vie qui dépend de ma pratique. Et le plus important, c'est que je crée des choses dont je suis fière et qui me correspondent. Parce qu'en fait, il n'y a pas de gens qui m'attendent et qui vont en mourir si je sors pas tel ou tel projet. Je suis aussi vraiment à 100% dans mon activité indépendante, donc je n'ai pas de patron qui peut me dire que je n'ai pas rempli mes objectifs. Et ça, c'est vrai que on a aussi tendance en tant qu'artiste à se comporter comme on se comportait en tant que salarié, c'est-à-dire voilà, à respecter ce genre de programme horaire ou ces injonctions de tâches en se disant aujourd'hui il faut que j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, et là ce sera bon pour ma journée. Et encore une fois, ça peut être très positif si vous avez besoin de routine ou d'objectifs, etc. C'est pas le principe que je suis en train de remettre en cause, c'est vraiment juste les raisons pour lesquelles on fonctionne comme ça. Et moi, c'est vrai que récemment, je me suis quand même rendu compte que mon travail horaire, par exemple, je le calquais vraiment sur ce que je pouvais faire quand je travaillais dans le salariat, avec un début de travail à 8 heures, une pause déjeuner de 1 heure de midi à 13 heures, et ensuite une mini pause goûter à 16 heures pour reprendre jusqu'à 17h30, 18 heures. Mais sauf que je me suis vite rendu compte que travailler autant, c'est incompatible avec la créativité tout simplement parce que, admettons, je me mets à mon bureau à 8 heures, j'arrive à écrire jusqu'à 11 heures, midi, et j'ai bien écrit, c'est cool. Il y a très très peu de chances que quand je revienne à mon bureau à 13 heures, j'ai encore de l'énergie et de la motivation ou de l'inspiration pour continuer d'écrire. Très souvent, écrire 1 heure, c'est déjà quelque chose qui est très intense pour moi et qui me vide. Et en général, quand j'ai écrit 1 heure, je considère que ma journée d'écriture est finie parce qu'à part si je suis dans un état de flow, etc., ça va être très compliqué de faire quelque chose d'intéressant par la suite. Et évidemment, je pourrais me forcer à écrire, mais mes phrases, ça va être elle va là, elle va là, elle va là, et ça va avoir aucun sens, et ça va être assez peu intéressant, et ça me mettra juste plus de travail à la réécriture. Et je pense que vous avez sans doute aussi connu ce genre de moment où vous êtes juste devant votre bureau et vous ne faites rien, sans doute parce que vous savez pas quoi faire, ou alors il n'y a pas d'inspiration, pas de motivation, que vous êtes fatigué pour X ou Y raison, mais vous vous forcez à rester devant votre bureau parce que vous considérez que c'est ce qu'on attend de vous. Parce qu'encore une fois, on calque notre fonctionnement sur le modèle du salariat. Et il n'y a aucun monde où un salarié, quand il est fatigué, il peut juste quitter son taf et rentrer chez lui, même si c'est 14h30. Il a son quota d'heures à faire dans la journée et il doit les faire, c'est tout, peu importe son état émotionnel ou physique ou mental, ce que vous voulez. Mais ça, c'est des choses dont on n'est pas obligé en fait en tant qu'artiste. Qu'on peut s'imposer si on a des moments de rush, par exemple, on sait qu'on va avoir une grosse convention à faire, un gros marché, ou une grosse commande à rendre en freelance, etc. Mais c'est quand même des choses dont on peut se détacher. Et notamment si, comme moi, vous travaillez pas pour des projets clients, mais vous travaillez juste à concevoir des projets créatifs. Moi, dans mon cas, c'est des livres, et là, je travaille aussi sur une série de cartes à collectionner illustrées. Je sais dans l'idéal ce qu'il faudrait que je fasse par jour pour avancer sur ces différents projets, mais je sais aussi que si à un moment j'ai pas d'inspiration et je sais pas quoi dessiner pour mes cartes et que je me sens bloquée, en fait ça sert à rien que je gribouille pendant 3 heures et que je perde du temps. Il vaut mieux que j'aille lire un petit peu dehors et que je prenne une pause et que je fasse autre chose.
et que je serai beaucoup plus créative ensuite. Mais ça, évidemment, je peux me le permettre parce que j'ai pas de pression de délai client, par exemple. Ce qui est évidemment pas le cas de tous les artistes. Donc, si c'est pas applicable à votre situation, il n'y a pas de souci, évidemment. Mais ce que je veux dire, et je pense que ce sera ma conclusion, parce qu'après je vais tourner un peu à rond sur les mêmes constats, c'est que l'inutilité, c'est pas quelque chose qui est négatif. Et c'est pas pour rien que pendant l'Antiquité, notamment pendant toutes les grandes périodes de l'histoire, l'art c'était une activité oisive qui était quand même réservée à une certaine catégorie de population qui avait les moyens de faire que ça, littéralement, et qui vivait aussi un peu en dehors du monde, entre gros guillemets, même si c'est pas valable pour toutes les périodes de l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a ce mythe de l'artiste qui se retire dans sa tour d'ivoire pour créer et qui ensuite ressort dans le monde, etc. Aujourd'hui, on est dans une phase où le capitalisme essaie de réintégrer l'art et la pratique artistique dans le modèle sociétal et de dire que l'artiste n'est pas quelqu'un à part entière et que c'est pas quelqu'un qui doit s'isoler les 3 quarts de l'année pour revenir une fois tous les 4 matins pour parler de son projet et présenter son roman. C'est quelqu'un qui doit travailler toute l'année, doit produire toute l'année, doit être présent sur les réseaux sociaux, sur les marchés, sur les sites de freelancing, etc., pour se rendre visible et trouver du travail. Mais cette injonction à l'omniprésence de l'artiste dans le quotidien et à sa présence dans la société n'est pas suivie d'aide pertinente en fait. Parce que notamment quand on s'extrait du modèle freelancing et qu'on passe sur quelque chose par exemple comme la production de romans ou la production d'illustrations qui vont être présentées qu'à un certain moment de l'année, à une certaine convention, etc. Il y a toute une dimension où en fait on travaille pendant des mois pour préparer un projet dans l'ombre sans aucun financement. Et en fait on fait un pari sur le fait que potentiellement ça va fonctionner plus tard. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne demande à aucune autre classe de la population, et y compris pas aux entrepreneurs qui ont plein de moyens différents d'avoir des investissements dans leurs projets, ce qui est plus du tout le cas de l'art aujourd'hui. Et en tout cas les moyens qui sont à la disposition des artistes, qui peuvent être par exemple le financement participatif, sont de la responsabilité individuelle de l'artiste. Et il y a très peu de financements qui sont accessibles à des artistes si le projet n'est pas énorme. Parce qu'évidemment, on peut avoir certains financements pour un gros roman ou un documentaire ou ce genre de truc, mais au jour le jour, c'est très compliqué d'avoir des aides pour simplement payer son loyer, par exemple. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça aussi un peu hypocrite de vraiment considérer l'artiste comme un entrepreneur plus que comme quelqu'un de créatif. C'est un peu facile de dire vous devez travailler toute la journée, vous devez produire un certain nombre de trucs pour être pertinent, pour exister, etc., sans nous donner les moyens réellement de le faire, sans assistance économique ou sans accompagnement, par exemple, professionnel, parce que si on n'est pas éligible, par exemple, à des aides de la CAF ou du RSA, etc., on n'a aucun accès à de l'accompagnement individuel ou à des gens qui pourraient auditer notre business ou nous aider à avancer. C'est des gens qu'il faut qu'on paye de notre poche. Alors que là encore, quand on parle de start-up ou etc., elles ont accès à énormément d'aides et énormément de soutien, que ce soit économique, mais aussi sociétal et moral et projet, etc. Et ce sont des choses que paradoxalement on refuse aux artistes, aussi sans doute parce qu'on considère qu'ils ne font rien de leur journée, j'imagine. Et que du coup, il n'y a pas matière à les aider. Et c'est aussi vraiment pour ça que je parle d'hypocrisie. C'est parce que l'artiste est vraiment soumis à un double standard dans lequel il doit aussi produire comme une entreprise, mais il a accès à rien du tout pour l'aider dans cette tâche et à aucune reconnaissance sociale non plus. Parce qu'aujourd'hui, dire je suis artiste indépendant, je suis illustratrice indépendante, c'est vraiment pas le même statut et la même reconnaissance et la même appréciation que quand on dit j'ai monté ma start-up. Alors que, encore une fois, il y a certains aspects qui sont très similaires et comme je le disais tout à l'heure, quand on doit produire pour un gros marché, on a les mêmes exigences de production, de business plan, de gestion du stock, etc. Donc il y a beaucoup de choses
qui sont similaires, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont différentes. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important d'en parler, même si encore une fois, j'ai pas la science infuse, donc j'ai pas évoqué tous les aspects de cette question dans cet épisode, et c'était pas le but. Mais je pense qu'il faut vraiment mettre la lumière sur ça, sur ce double standard et sur l'absence de reconnaissance du métier d'artiste dans nos sociétés, parce que on n'avancera jamais en fait sinon. Si on veut par exemple qu'il existe un jour un revenu minimum pour les artistes, pour les intermittents du spectacle, pour les artisans, etc., il faut pouvoir mettre en avant une partie de ce que je viens d'évoquer par exemple. Et c'est là aussi où je trouvais ça important de faire cet épisode, c'est que l'injonction à la productivité, c'est une pression extérieure. Et que du coup, ce n'est pas de la responsabilité des artistes de trouver des solutions à ces problématiques. Par exemple, je reprends mon cas très très personnel, moi je veux bien écrire 3-4 romans par an si des maisons d'édition veulent me signer, mais alors qu'on me donne un avaloir qui me permette de vivre les mois où je ne suis pas payée, qu'on revoie le système de reddition de comptes, que je ne sois pas payée seulement le 1er janvier de l'année d'après et qu'ensuite je doive me démerder pour répartir ça sur l'année et stocker, etc. et que je me débrouille pour avoir un salaire les mois suivants. Parce que ça, c'est vraiment la réalité du métier d'auteuriste, hein, c'est qu'on est payé qu'une fois par an. Et à moins d'être un gros best-seller et d'être un gros nom, ce qu'on va toucher en janvier ne suffit certainement pas à vivre. Et il y a certainement beaucoup d'auteuristes pour lesquels ça suffit même pas à faire un mois de salaire parce qu'on touche qu'un certain pourcentage de ventes sur nos livres qui est très très minime. Et à moins d'en avoir vendu des milliers, ouais, ben voilà, ça fera jamais un seul mois de salaire. Et pourtant, on nous demande de continuer d'écrire pour pouvoir ensuite publier un second roman, etc., etc. Mais avec quel argent on est censé vivre entre 2 redditions de comptes? Bref, je vais m'arrêter là parce qu'après, je pense que je vais m'énerver aussi parce que je trouve ça vraiment injuste que la responsabilité incombe à chaque fois aux artistes de se démerder parce que ils ont voulu choisir une carrière artistique et du coup à eux de se débrouiller pour que ça fonctionne. Mais c'est pas censé fonctionner comme ça et certainement pas quand on nous impose des exigences de productivité comme je l'ai dit tout au long de cet épisode. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura ouvert des portes de réflexion et que surtout peut-être que ça vous aura déculpabilisé sur le fait que c'est une situation qui est collective, par laquelle on passe à peu près tous dans une phase ou une autre de notre pratique artistique, que c'est normal d'être découragé, que c'est aussi normal de se sentir obligé de faire un certain nombre de tâches, mais que c'est bien d'arriver à se détacher de tout ça si on se rend compte à un moment ou à un autre que ça dessert notre créativité et notre pratique artistique. Mais là où c'est très compliqué et où je voulais insister aussi, c'est que beaucoup d'artistes sont dans une situation de précarité et qui n'ont pas d'autre choix que de se plier à ces injonctions en fait pour essayer de vendre et essayer de s'en sortir. Et c'est vraiment pour ça que sur la fin de l'épisode, j'ai essayé d'insister là-dessus, mais ce n'est pas de la responsabilité des artistes de gérer ce plan-là. Et il devrait y avoir des réflexions politiques et des réactions politiques pour permettre aux artistes de vivre sereinement pendant toutes les phases où, pour X ou Y raison, ils ne peuvent pas avoir de revenus, que ce soit parce qu'ils sont en train d'écrire un livre ou en train de produire des choses pour un marché, etc., etc. Bref, voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Je répète encore une fois que j'ai pas la science infuse, donc j'ai pas vraiment évoqué en détail tous les aspects économiques, par exemple, de ce genre de situation. Mais j'espère qu'on a pu faire un peu le tour ensemble et que peut-être ça vous aura aidé à déculpabiliser sur ce procédé et à vous rendre compte que c'est aussi pas votre faute s'il y a certaines choses que vous pouvez pas gérer, tout simplement. Si jamais tu as les moyens et l'envie, n'hésite pas à précommander mon roman Le secret du Belten. Ça m'aiderait vraiment énormément. Et dans tous les cas, je te souhaite une bonne semaine créative et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!